Madame la ministre, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous faire part de mon indicible joie de vous savoir réunis aujourd'hui, encore plus nombreux que les années précédentes, pour ces 9e dialogues de l'emploi et de la formation des personnes handicapées. Inédite, tant par son ampleur que par le niveau de représentation, cette mobilisation est le réel témoin de votre volonté de considérer la question de l'emploi et de la formation des personnes handicapées comme l'une des pierres angulaires qui président à la construction de cette société plus juste et plus inclusive que chacun d'entre nous appelle de ses vœux. De par la qualité de vos échanges, reflétant votre implication au quotidien, vous, entreprises, institutions, associations, grandes écoles, universités, partenaires sociaux et pouvoirs publics, ces dialogues se sont imposés au fil des ans comme un événement majeur, unique dans le paysage français. Soyez-en sincèrement, toutes et tous, chaleureusement remerciés. Cette 9e réunion qui mobilise l'ensemble de l'écosystème des employeurs, des collectivités aussi, j'en ai aperçu quelques-uns, bien sûr de tous les services publics, de tous les acteurs qui font qu'ensemble nous allons réussir cette transformation, je dis bien, de l'accès à l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Cela ne vous aura pas échappé que c'est une priorité du quinquennat et que pour ça, tous les ministres sont mobilisés. Le fait est que mon secrétaire d'État est rattaché au Premier ministre, non pas justement pour faire une politique à part, mais au contraire, pour embarquer l'ensemble de mes collègues du gouvernement dans cette implication de changer la donne au quotidien pour les personnes en situation de handicap. Bon, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis évidemment heureux d'être avec vous, avec Sophie Cluzel, pour ce sujet qui est central pour nous, vous le savez. Et à quelques semaines d'une rentrée que nous voulons très particulière, parce que cette rentrée 2019 doit se caractériser par un changement de paradigme dans notre manière de scolariser les élèves en situation de handicap, pour toute une série de raisons qui peut-être ne sont pas au cœur du sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui font que non seulement nous avons plus d'accompagnants, mais surtout nous avons finalement une chose, puisque vous m'avez demandé que ça dure 20 secondes et que j'ai déjà utilisé 18, finalement il y a un slogan qui traduit ce changement de paradigme et qui est avant tu attendais d'avoir un AESH pour aller à l'école, maintenant tu vas à l'école, un AESH t'y attend. Ma vision par rapport à ça, c'est vraiment d'essayer d'offrir, sur la base d'un constat, qui est qu'il y a encore beaucoup trop de barrières à faire tomber, même s'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Il me semble important de se donner l'ambition d'offrir à ces gens en situation de handicap encore plus de chances d'accéder aux études supérieures sélectives. Mais ce n'est pas juste de leur donner de chances, à mon avis, c'est important de leur donner aussi encore plus de chances de réussir académiquement et professionnellement comme tout autre étudiant. Et donc, créer au sein des écoles une vraie dynamique inclusive pour que ces étudiants puissent vivre une expérience qui soit au moins autant exaltante que tous les autres étudiants. Bien sûr, c'est une école qui a une image d'excellence très forte. Et cette excellence, elle n'est pas du tout incompatible avec une diversité qui s'exprime sous toutes ses formes. Et notamment, le handicap a aussi sa place dans une école comme Polytechnique, parce que c'est un établissement qui, bien sûr, forme des futurs décideurs, des gens qui seront à des très hauts niveaux de responsabilité dans la société, dans les différentes entreprises dont vous êtes les représentants, qui devra aussi trouver des solutions pour justement surmonter les barrières qui ont été évoquées. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel CAP, je crois, est assez bien placé dans le pays. Pourquoi c'est fondamental pour nous? Parce que on a vraiment au cœur de notre action le souci d'avoir une population d'employés, de collègues, de partenaires la plus diverse possible, à l'image de la société. Et on s'est aperçu qu'on n'était pas toujours très divers. On est un peu beaucoup avec des cravates, un peu beaucoup hommes, un peu beaucoup européens, etc. Ce qu'on doit absolument corriger. Donc pour nous, c'est la confiance et la formation, c'est au cœur de tout. On est dans une pénurie totale mondiale de talents. L'engagement d'Aviva, que ce soit au niveau du groupe ou en France, sur tout ce qui est diversité, sur
et même de manière plus large, sur ce qu'on appelle RSE date d'il y a longtemps. Mais c'est vrai que quand j'ai pris la direction générale de la filiale française, on avait plein de petites initiatives de diversité, dont le handicap, mais d'autres initiatives de diversité. Et on a créé ce qu'on appelle l'assurance d'être soi-même, qui est finalement notre programme interne de diversité. Et quand on a voulu voir qu'est-ce qu'on mettait dedans, tout le monde est venu me voir en me disant « il faut donner confiance ». J'ai peut-être un petit esprit de contradiction, mais en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on devait d'abord faire, c'était de lutter sans merci contre ceux qui enlevaient de la confiance. Tout à fait, mais vous avez bien résumé le problème pour nous. Un enseignement supérieur de la confiance, c'est un enseignement déjà auquel les jeunes en situation de handicap savent qu'ils pourront accéder. Ils pourront y accéder dans de bonnes conditions. Et c'est ce que vous évoquiez, c'est la question de l'orientation. Non pas accéder à l'enseignement supérieur pour le plaisir, pour y accéder, mais y accéder à une formation qui a un sens, qui est adaptée à leur projet personnel, qui est adaptée aussi à leur projet professionnel. Donc ça, pour nous, c'est un enjeu. Et c'était aussi tout le sens de la réforme, orientation et réussite des étudiants, avec la mise en place de Parcoursup. Accepter la différence, l'inclure dans son sein, ça mérite de bousculer le modèle classique. Et finalement, voilà, et l'handicap, c'est une différence comme une autre, et ça permet, et moi je trouve qu'il est toujours innovant, c'est une source d'innovation, parce qu'à chaque fois qu'une organisation de travail ou qu'une organisation au sein d'une éducation nationale pense à faire évoluer son modèle, donc finalement elle est innovante. Et comme ça, on arrive à accepter la différence. Moi, j'y tiens. Donc, effectivement, insérer les personnes en situation de handicap, comme le disait à l'instant, donc c'est 1 million dans l'emploi, 500 000 à la recherche d'un emploi. Cette politique implique que nous recrutons et accompagnons des talents qui ont leur place dans l'aventure L'Oréal. Nous ne recrutons pas des personnes parce qu'elles sont en situation de handicap. Nous intégrons des femmes et des hommes qui ont toutes leurs différences, qui sont riches d'une histoire, d'un savoir-faire et qui contribueront à la performance du groupe. La formation initiale et les compétences sont donc fondamentales pour s'assurer une expérience positive à la fois pour l'entreprise et le collaborateur. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant, je suis très heureux de constater la mobilisation des écoles et des universités, notamment les plus prestigieuses. Aujourd'hui, il me semble que nous avons 2 enjeux. D'abord, c'est faciliter et favoriser l'emploi des travailleurs handicapés en entreprise. Je le disais, il n'y a pas de fatalité, mais ça ne peut pas être l'affaire de quelques spécialistes. On ne peut réussir qu'en mobilisant tout le monde, c'est-à-dire les entrepreneurs, les dirigeants, les salariés, les travailleurs handicapés eux-mêmes, le service public de l'emploi et les partenaires sociaux. Et le deuxième enjeu, je reviendrai sur les deux, c'est investir dans les compétences. Puisque aujourd'hui, on a ce déficit de compétences, au moment où une entreprise sur 2 en France ne trouve pas les ressources sur le marché du travail dont elle a besoin. 1 sur 2. On a une croissance des emplois qui est forte depuis 2 ans. 470 000 emplois nets créés. 93 000 au premier trimestre. Je parle bien d'emplois nets des destructions. Et pourtant, on a plusieurs centaines de milliers, au moins 400 000, peut-être plus, d'emplois qui ne sont pas pourvus faute de compétences. Nous avons dans nos collaborateurs en France 5,3% de travailleurs handicapés. Notre objectif, c'est d'arriver à 6. Et pour cela, je crois que la seule chose que je voudrais dire en termes de témoignage, c'est que c'est l'affaire de tous. C'est d'abord l'affaire de chacun des collectifs de travail. Et Korian, c'est plus de 800 établissements, résidences, structures de soins à travers l'Europe. Et d'une certaine manière, chacune de ces collectivités se mobilisent pour accueillir à la fois des collègues qui ont pu avoir un accident de la vie et qui veulent reprendre un emploi et qui veulent reprendre leur place. C'est d'abord un élément très important, et faire en sorte que des jeunes ou des moins jeunes arrivent aussi à trouver leur place dans ces collectifs. On n'en fait jamais assez, mais pour vous donner ce à quoi je crois, je vais décrire un cas réel dans la sidérurgie. Un site à Montargis qui avait contracté avec une ESAT une opération de production en plein milieu de l'atelier. Et puis est arrivé un accident du travail. Et on a eu une polémique comme on sait les faire en France. Donc avec syndicats qui demandent effectivement qu'on construise un atelier spécial pour eux. Certains qui demandent qu'on arrête de ce type de contrat. Et de toute cette polémique, de toute cette affaire, il est arrivé
un consensus sur le fait qu'il fallait coacher cette équipe et que chaque membre du personnel était responsable. C'est d'autant plus naturel que dans nos activités, depuis plus de 35 ans, nous servons des repas dans l'univers de la santé. Et au sein de l'univers de la santé, nous avons une activité dédiée au monde du handicap. Et très tôt, nous avons collaboré et mis nos savoir-faire en commun pour travailler dans des ESAT à fabriquer des repas qui peuvent être gastronomiques aussi, qui peuvent être des repas livrés, qui peuvent être des repas à self, avec des travailleurs handicapés. Et nous avons dû former nos encadrants au contact de l'univers du handicap, qui n'est pas une notion très simple au départ quand on n'est pas issu de cet univers. Notre premier accord date du début des années 90, donc ça fait presque 30 ans que nous avons investi dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes à 6,8%, le taux, 6,3% d'emploi direct, donc les résultats sont satisfaisants. Mais on voit bien que cette volonté doit être permanente. Dans la culture, je crois qu'aujourd'hui, notamment auprès des managers et des collaborateurs de l'entreprise, accueillir une personne en situation de handicap, je crois que ça fait partie de la culture d'entreprise et ça se passe pour le mieux. Je crois que notre problème essentiel, il a été évoqué d'un premier en table ronde et on va l'évoquer sûrement sur cette table ronde. Nos emplois sont de plus en plus qualifiés. Et nous avons à peu près 740 personnes en situation de handicap et seulement 20% ont le statut de cadre. Alors que dans l'entreprise, nous avons 35 à 40% de cadres. Donc... Nous sommes là tous ensemble déjà des gens convaincus. Si nous sommes là, d'ailleurs, c'est parce que le sujet nous passionne, nous intéresse et nous sommes déjà très engagés sur la question. Et de temps en temps, ça fait du bien de se retrouver entre gens convaincus. Oui, parce que quand vous êtes sur le terrain et qu'il faut arriver à continuer à convaincre, faut garder l'énergie, il faut mouiller la chemise. Et la question de nos PME, c'est aussi des gens convaincus de leur entreprise. Et il faut les amener à faire un petit pas de côté en disant mais et si la solution sur le problème de compétences, ça pouvait être un travailleur handicapé. Quand une PME de 10 personnes dit bah tiens pourquoi pas, je prends un jeune en alternance en contrat de professionnalisation à handicap, une personne, c'est 10% de ses effectifs qui rentrent immédiatement et comme personne handicapée. Ça fait écho à ce qu'on connaît chez nous, donc chez Engie, qui a une politique handicap et comme sans doute bon nombre d'entreprises qui sont présentes ici depuis une trentaine d'années. Pour autant, et ça je dois le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts, malgré toute la mobilisation, je constate que nos chiffres stagnent depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, que ce soit en emploi direct ou en emploi indirect, aujourd'hui on est aux alentours de 5%, on n'est même pas aux 6%. Et vous l'expliquez par ce plafond de verre, le fait de ne pas trouver suffisamment? Oui, alors à la fois parce qu'on ne trouve pas, parce que je pense qu'on n'a pas non plus toujours en fait les connexions qui vont bien pour arriver à trouver les profils adaptés. C'est vrai que quand on est entreprise, on a l'impression que pour les organismes extérieurs ou pour les gens qui s'occupent du handicap, ils peuvent avoir l'impression qu'on est ou indifférent ou qu'on n'est pas à l'écoute. C'est surtout en fait parce qu'on ne sait pas faire le tri. On travaille bien sûr sur ce sujet depuis de nombreuses années. On est à un taux d'environ 6% depuis 2012. Je pense qu'il faut être concret. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose sur ce que je demande à mes RH et à ma mission handicap pour réaliser cette performance d'être à 6% de personnes en situation de handicap. Il en va de la politique de handicap comme de toute politique RH. L'anticipation. Si vous avez un poste à pourvoir et dire « Ah, ça serait bien si je trouvais une personne handicapée », c'est plié, c'est perdu, et vous avez le manager qui, lui, a besoin de quelqu'un qui vous met la pression. Mes RH participent à des salons, qualifient des personnes handicapées bien en amont du besoin. Moi, j'ai travaillé 20 ans à la télé. Il n'y a pas d'handicapés qui présentent des émissions de télévision. J'ai travaillé 2 ans et demi au cabinet du président de la République à l'Élysée. Il n'y avait pas un conseiller handicapé. Donc, ça me fait marrer de voir oui, mais il faut que vous, les entreprises, vous preniez. Mais à un moment donné, il est où le ministre qui sera en fauteuil roulant? Elle est où la ministre qui va venir avec son bébé pour allaiter parce qu'elle va avoir un problème et qu'elle ne peut pas prendre son congé maternité? Il est où le présentateur télé qui... Pour présenter un journal télévisé, je ne suis pas certaine, franchement, que si on est en fauteuil, c'est un problème. On appelle ça d'ailleurs les hommes et les femmes troncs. On parle toujours, autrefois des handicapés, maintenant des personnes handicapées, puis des personnes en situation de handicap, comme si c'était un groupe homogène. Or, la vérité, c'est que les personnes en situation de handicap sont des personnes diverses,
avec chacune leur caractère propre, leur qualité, qui ont en commun une difficulté à surmonter, mais ces difficultés sont elles-mêmes diverses et de gravité différente. Et que chaque fois qu'on oublie cela, on se fiche dedans au concret.